la filière de la déconstruction et du réemploi des matériaux de la construction a un grand potentiel d'impact positif en matière de développement durable au Québec et ailleurs. Dans la province, selon les derniers chiffres, on estime que sur 15 millions de tonnes de matières résiduelles par année, il y en a près de 35-40 qui vient du secteur des CRD, des déchets de la construction, rénovation, démolition, à l'intérieur duquel, oui, il y a autour de 60 qui est récupéré en vue du recyclage d'une valorisation quelconque, mais pas pour le réemploi par la déconstruction ou le démantèlement des matériaux. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour développer ce potentiel-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi de grandes opportunités pour développer une économie circulaire des matériaux de la construction au Québec. Pas seulement celle du recyclage, qui est bien démarrée et qui peut soutenir celle du réemploi, mais vraiment l'industrie du réemploi comme telle et de la déconstruction. Parmi les opportunités latentes qui sont autour de nous, il y a celle de l'existence aux États-Unis, en Europe, d'une expertise croissante pour développer l'économie circulaire par le réemploi des matériaux et la déconstruction. Des études de cas existent, des guides de déconstruction, des guides de démarrage d'entreprises existent, des entreprises prêtes à partager leur expertise existent. Il faut aller les voir, il faut s'en inspirer, il faut ramener ces meilleures pratiques-là chez nous, les financer pour voir la filière se déployer. Regardons par exemple du côté de la ville de Portland, où il existe à peu près une dizaine d'entreprises de réemploi spécialisées dans la déconstruction et le réemploi des matériaux. À Portland, la ville a créé un calculateur de la déconstruction qui permet d'estimer l'impact environnemental de la déconstruction versus la démolition mécanisée. La déconstruction d'une maison de 2800 pieds carrés permet d'atteindre les impacts suivants. On peut épargner à peu près 1800 kWh d'électricité. On peut générer 6 fois plus d'emplois pour chaque emploi en démolition dans un projet de déconstruction. On va épargner 1,2 gallons d'eau par pied carré déconstruit. En envoyant moins de matériaux à l'enfouissement, on va épargner beaucoup de frais de transport et d'enfouissement, tant des frais privés que publics. Lorsqu'on pense à la déconstruction et réemploi, on peut se dire spontanément qu'on doit avoir des entreprises privées dans le secteur. Il y a une grande part qui existe pour l'entreprise privée, mais les organisations d'économie sociale et à but non lucratif ont une part à jouer dans l'écosystème. C'est ce qui a été démontré aux États-Unis, où la plupart des entreprises sont des organisations de charité qui utilisent la capacité d'émettre un reçu de charité en échange des dons matériels, ce qui permet aux donateurs d'avoir un avantage fiscal pour assumer les frais de déconstruction et de démantèlement qui sont généralement un surcoût par rapport à la démolition. C'est ce modèle-là qu'on est en train de développer chez Architecture sans frontières avec un programme qui s'appelle Matériaux sans frontières. On utilise notre capacité à émettre ces reçus de charité-là pour générer les dons de matériaux. Et déjà, depuis 2 ans, on a quelques preuves de concept que cette stratégie-là fonctionne aussi. On a eu des donateurs qui ont choisi de payer plus cher pour le démantèlement d'un bâtiment versus une démolition en échange d'un reçu de charité. Aussi, ce qui est important de comprendre quand on parle du domaine des CRD, c'est qu'il y a différents gisements dans lesquels l'économie circulaire peut s'implanter. Puis par différents gisements, j'entends les domaines suivants. Par exemple, les bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels, les bâtiments agricoles, les bâtiments résidentiels. Il y a aussi d'autres secteurs qui ne font pas partie du bâtiment, comme par exemple tous les surplus manufacturiers où il y a des chutes vraiment en amont, avant même que ces matériaux de la construction-là se retrouvent en circulation. Toute l'industrie des décors de cinéma où il y a un gaspillage énorme de matériaux de la construction. Tout le domaine des congrès, des salons, des expositions, où c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de bonnes pratiques de récupération, de redistribution des matériaux qui sont implantés. Beaucoup de composantes de construction en transport aussi, qui peuvent être considérés dans cette filière-là. Beaucoup d'aménagements extérieurs peuvent être inclus là-dedans au niveau jardin, aménagement paysager. Puis parmi les composantes spécifiques qu'on retrouve dans ces différents gisements-là, il faut compter le bois de charpente, plancher, etc. Le métal structural, les portes, les fenêtres, les armoires, la quincaillerie, les fixtures, les systèmes de climatisation, ventilation et chauffage, la plomberie, la maçonnerie et toutes sortes d'autres composantes qui
qu'on retrouve dans les bâtiments. Évidemment, si on parle d'une économie, il ne faut pas juste s'intéresser à des gisements qu'on va exploiter pour créer des centres qui vont être encombrés. Il faut penser vraiment en termes, oui, d'approvisionnement, mais aussi d'écoulement de la ressource dans une bonne jonction de l'offre et de la demande avec des bonnes pratiques de commercialisation, de communication auprès des publics cibles, des clientèles types. Pour voir le développement d'une approche filière dans ce domaine-là, il y a différentes étapes. La première étape du développement de la filière dont on a besoin, c'est sans doute une prise de leadership d'une instance existante qui déciderait d'initier le mouvement au Québec. Deuxième étape, il faudrait que cette instance-là porte un processus dans lequel on pourrait asseoir tout le monde à une table pour faire converger les besoins, les obstacles qu'on expérimente pour être capable de se donner une vision commune du développement de la filière et de se donner des objectifs pour aller chercher les ressources. Troisième étape, ce serait peut-être l'organisation d'un sommet, d'assises, d'un colloque annuel qui permettrait de se revoir périodiquement et de voir quelles sont les avancées du secteur et les difficultés pour échanger des expériences, des meilleures pratiques dans l'évolution de chacun. Et dans ce développement-là, une fois qu'on aura une masse critique d'entreprises, d'organisations qui évoluent d'une manière ou d'une autre autour de la filière, on sera capable de parler d'un véritable secteur. On aura une identité, une communauté de pratiques sectorielles qui pourra peut-être mettre en commun des ressources pour se consolider au travers d'une association quelconque qui va continuer à porter le mouvement de l'avant.